on lit un livre, après on fait quelques commentaires sur le livre. Mots parleurs, saison 3, épisode 1. Un podcast de lecture à voix haute à l'hôpital. L'hôpital Marraine d'Hendaye est niché entre l'océan Atlantique et les montagnes basques. C'est un lieu unique où la mer et la médecine se rencontrent. Spécialisé dans la rééducation fonctionnelle, le centre accueille notamment des patients atteints de maladies neurologiques rares. Dans cet épisode, vous entendrez Alain, Aurélie, Didier, Eddy, Jacques, Monique, Paul, Serge et Véronique. ils et elles se sont réunis au printemps 2025 lors de plusieurs ateliers animés par Claire Grimbert afin de lire et commenter des extraits du livre L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono. paru aux éditions Gallimard. Ensemble, ils et elles ont donné voix à cette œuvre. merci. Mots parleurs est une série d'ateliers de lecture à voix haute avec la participation d'adolescents et d'adultes à l'hôpital partout en France. Vraiment, lire en fait, c'est vraiment quelque chose de particulier quand on fait vivre les mots. Et donc la diction, le rythme et tout ça, c'est en fait j'avais pas conscience, mais ça a vraiment une influence, on va dire, sur la perception qu'on peut avoir quand on l'écoute en fait. Pour cette 3e saison, le projet Mots parleurs fait entendre des œuvres de littérature en lien avec la thématique de la rencontre. Ce projet est une proposition originale du Centre national du livre, en partenariat avec l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Nous nous sommes retrouvés ici pendant ce mois de mars 2025, pendant 6 après-midi, avec 10 patients, une comédienne, une éducatrice spécialisée et moi-même psychomotricienne. Nous avons préparé, commenté un livre, enregistré ce podcast et nous avons précieusement choisi ce livre qui met en évidence le lien direct entre la préservation de la planète et le bien-être humain, notre santé. Salut. Bonjour Claire, ça va? Ça va et toi? Ça va. Je savais pas qu'on était enregistré. Fais attention, tu vas... Attends. Tu avais bien fait début avec ton oreiller pour la sieste, mais... Non, c'est pour les... Oui, je m'en suis doutée. Mais tu vois, je les avais mis sur le côté, du coup, au cas où... Donc Serge est en bas avec Dominique. Ouais. Tu restes... Jacques est fatigué, donc il ne viendra pas. Ok. Il est trop fatigué et les autres sont en forme. Ça va Monique? Ça va. Ça va. Et bonjour Monique. Bonjour. Ça va depuis vendredi dernier, du coup? Oui. Ouais. Bien. Bah, du coup, c'est bon, on a tout le monde. Donc déjà, bonjour à tous, parce que comme tout le monde est arrivé un petit peu au compte-gouttes, donc on va démarrer, du coup là, cet après-midi, l'enregistrement des lectures que vous avez préparées autour du livre L'homme qui plantait des arbres de Giono. Donc voilà, moi en plus je vois que tout le monde est arrivé avec sa petite page, prêt à faire sa lecture. Donc super, en tout cas, bienvenue à tout le monde pour cette longue après-midi, mais qui va être bien chouette. Merci de nous accueillir. Merci. Bravo. Pour que le caractère d'un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles, il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de longues années. Si cette action est dépouillée de tout égoïsme, si l'idée qui la dirige est d'une générosité sans exemple, s'il est absolument certain qu'elle n'a cherché de récompense nulle part et qu'au surplus, elle est laissée sur le monde des marques visibles, on est alors sans risque d'erreur devant un caractère inoubliable. Alors du coup, Monique,
Moi, je me souviens en fait quand on a démarré la première journée en fait de cet atelier là sur Mots-Parleurs, t'es arrivé, on t'a posé le livre sur la table devant toi et t'as vu le titre, L'homme qui plantait des arbres. Et du coup, tout de suite, toi, ça t'a forcément parlé de quelque chose de très personnel et j'aimerais bien que tu nous le racontes en fait. Alors, moi, j'étais agricultrice et pour la retraite, on n'a pas le choix. Il faut vendre la ferme ou la louer. Et nous, on a pensé une troisième solution, c'est de boiser, de planter des arbres et on garde son terrain. Pendant 30 ans, le temps que les arbres grandissent. Et t'en as planté combien? Alors 3000 pour de suite, il fallait commencer de suite. On les a achetés, on est parti chez un pépiniériste qui nous a donné des chênes d'Amérique. On n'était pas d'accord, mais bon, c'était ce qu'il y avait sous la main. Alors on a boisé, c'était en 2003, et puis après, c'était l'année de la sécheresse. On n'a pas pu arroser 3000 arbres un après l'autre, et alors il y en a qui ont crevé. L'année d'après, on s'est rendu compte qu'il fallait remplacer ceux qui avaient crevé et on a planté des châtaigniers, des frênes, des peupliers, des érables, des hêtres et voilà. Alors, on a des forêts qui sont mélangées avec plusieurs essences. Mais après, on a eu les lièvres qui nous ont décapités. Après, on a eu les chevreuils qui se sont servis. Oui, il faut qu'ils vivent, mais pas dans nos parcelles. Alors, on a acheté des filets, on a mis un pieu et des filets, voilà. Et ils ont grandi, on était très fiers. Et maintenant, ça fait des petites forêts. Il y a environ une quarantaine d'années, je faisais une longue course à pied, sur des hauteurs absolument inconnues des touristes, dans cette très vieille région des Alpes qui pénètre en Provence. Je traversais ce pays dans sa plus grande largeur et, après 3 jours de marche, je me trouvais dans une désolation sans exemple. Je campais à côté d'un squelette de village abandonné. Je n'avais plus d'eau depuis la veille et il me fallait en trouver. Ces maisons, agglomérées, quoiqu'en ruine, comme un vieux nid de guêpes, me firent penser qu'il avait dû y avoir là, dans le temps, une fontaine ou un puits. Il y avait bien une fontaine, mais sèche. À 5 heures de marche de là, je n'avais toujours pas trouvé d'eau. Il me sembla apercevoir, dans le lointain, une petite silhouette noire, debout. Je la pris pour le tronc d'un arbre solitaire. À tout hasard, je me dirigeai vers elle. C'était un berger. Une trentaine de moutons couchés sur la terre brûlante se reposaient près de lui. Il me fit boire à sa gourde et, un peu plus tard, il me conduisit à sa bergerie, dans une ondulation de plateau. Cet homme parlait peu. C'est le fait des solitaires, mais on le sentait sûr de lui et confiant dans cette assurance. Il me fit partager sa soupe, et comme après je lui offrais ma blague à tabac, il me dit qu'il ne fumait pas. Il avait été entendu tout de suite que je passerais la nuit là. Donc, Didier, je trouve que tu nous as
aussi évoquer une histoire, moi qui quelque part fait beaucoup lien avec ce que tu dis sur le fait de profiter, de prendre les choses dans leur rythme sans trop se précipiter. Et c'est ce que tu as fait avec ta petite fille. Tu pourrais nous raconter l'histoire de votre jardin ? J'ai un ange à la maison, en l'occurrence ma petite fille, qui va avoir 7 ans la semaine prochaine. Et j'ai voulu un peu l'investir dans la création du jardin pour lui donner envie de créer pour l'avenir de tous, de créer un milieu végétal, entre autres, là, qui puisse profiter à des générations à venir. C'est volontaire son acte, parce que certes je l'ai guidée, mais vu ma situation, elle est toujours en train de me dire « Papy, ne bouge pas, je vais t'aider ». Et du coup, je l'ai mis dans le chemin. Dans ce chemin, entre autres, chez elle c'est naturel, mais bon, dans le chemin de l'aide aux autres. Je connaissais parfaitement le caractère des rares villages de cette région. Ils sont habités par des bûcherons qui font du charbon de bois. Ce sont des endroits où l'on vit mal. Les familles serrées les unes contre les autres dans ce climat qui est d'une rudesse excessive, aussi bien l'été que l'hiver, exaspère leur égoïsme en vase clos. L'ambition irraisonnée s'y démesure dans le désir continu de s'échapper de cet endroit. Les hommes vont porter leur charbon à la ville avec leur camion, puis retournent. Les plus solides qualités craquent sous cette perpétuelle douche écossaise. Les femmes mijotent des rancœurs. Il y a concurrence sur tout, aussi bien pour la vente du charbon que pour le banc à l'église, pour les vertus qui se combattent entre elles, pour les vices qui se combattent entre eux, et pour la mêlée générale des vices et des vertus, sans repos. Par là-dessus, le vent également sans repos irrite les nerfs. Il y a des épidémies de suicide et de nombreux cas de folie, presque toujours meurtrières. La société de cet homme donnait la paix. Je lui demandai le lendemain la permission de me reposer tout le jour chez lui. Il le trouva tout naturel. Ou, plus exactement, il me donna l'impression que rien ne pouvait le déranger. Ce repos ne m'était absolument pas obligatoire, mais j'étais intrigué et je voulais en savoir plus. Il fit sortir son troupeau et il le mena à la pâture. Avant de partir, il trempa dans un seau d'eau le petit sac où il avait mis les glands, soigneusement choisis et comptés. Je remarquai qu'en guise de bâton, il emportait une tringle de fer grosse comme le pouce et longue d'environ 1,50 m. Arrivé à l'endroit où il désirait aller, il se mit à planter la tringle de fer dans la terre. Il faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland, puis il rebouchait le trou. Il plantait des chênes. Il s'appelait Elzéar Bouffier. Il avait possédé une ferme dans les plaines. Il y avait réalisé sa vie.
Il avait perdu son fils unique, puis sa femme. Il s'était retiré dans la solitude, où il prenait plaisir à vivre, lentement, avec ses brebis et son chien. Il avait jugé que ce pays mourait par manque d'arbres. N'ayant pas d'occupation très importante, il avait résolu de remédier à cet état de choses. Menant moi-même à ce moment-là, malgré mon jeune âge, une vie solitaire, je savais toucher avec délicatesse aux âmes des solitaires. Cependant, je commis une faute. Mon jeune âge, précisément, me forçait à imaginer l'avenir en fonction de moi-même et d'une certaine recherche du bonheur. Je lui dis que, dans 30 ans, ces 10 000 chênes seraient magnifiques. Il me répondit très simplement que, si Dieu lui prêtait vie, dans 30 ans, il en aurait planté tellement d'autres que ces 10 000 seraient comme une goutte d'eau dans la mer. Alors moi, j'ai cité ce passage-là parce que j'aime bien cette idée un peu de dualité entre la jeunesse un peu et justement les personnes d'un âge avancé qui donc deux parcours différents, deux expériences différentes, avec ce décalage qui fait que lui, comme il le dit bien, malgré qu'il est jeune, il a cette âme un peu de vagabond qui est seul, mais à la fois il est, on va dire d'une certaine manière, proche de cet homme où il semble le comprendre et partager des aspects similaires. Et d'un autre côté, du fait de sa jeunesse, il y a cette opposition où lui, il voit pas les choses comme cet homme en fait, qui lui s'est lancé à corps perdu dans un projet, je dirais, pour l'avenir. Enfin, il a une vision et que le jeune trouve déjà extraordinaire. Lui, il dit qu'en gros, c'est un peu comme le premier coup de pelle qu'il vient de donner pour labourer son champ et que plus tard, voilà, il pourra faire une récolte et qu'il pourra nourrir, par exemple, voilà, tout un village. Et du coup, il y a cette notion d'espoir et de petite pierre à l'édifice, mais que voilà, de pierre en pierre, le mur prend forme, quoi. Et oui, je trouvais que c'était un beau message d'espoir, quoi. L'année d'après, il y eut la guerre de 14, dans laquelle je fus engagé pendant 5 ans. J'avais vu mourir trop de monde pendant 5 ans pour ne pas imaginer facilement la mort d'Elzéa Bouffier. D'autant que, lorsqu'on en a 20, on considère les hommes de 50 ans comme des vieillards à qui il ne reste plus qu'à mourir. Il n'était pas mort, il était même fort vert. Il avait changé de métier. Il ne possédait plus que 4 brebis, mais, par contre, une centaine de ruches. Il s'était débarrassé des moutons, qui mettaient en péril ses plantations d'arbres. Car, me dit-il, il ne s'était pas du tout soucié de la guerre. Il avait imperturbablement continué à planter. Le pays n'avait pas changé. Toutefois, au-delà du village mort, j'aperçus dans le lointain une sorte de brouillard gris qui recouvrait les hauteurs comme un tapis. Depuis la veille, je m'étais remis à penser à ce berger planteur d'arbres. 10 000 chênes, me disais-je, occupent vraiment un très large espace. Les chênes de 1910 avaient alors 10 ans et étaient plus hauts que moi et que lui. Le spectacle était impressionnant. J'étais littéralement privé de parole et comme lui ne parlait pas. Nous passâmes tout le jour en silence à nous promener dans sa forêt. Quand on se souvenait que tout était sorti des mains
et de l'âme de cet homme, sans moyens techniques, on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d'autres domaines que la destruction. Il avait suivi son idée et les hêtres qui m'arrivaient aux épaules, répandus à perte de vue, en témoignaient. Les chênes étaient drus et avaient dépassé l'âge où ils étaient à la merci des rongeurs. Quant au dessein de la Providence elle-même pour détruire l'œuvre créée, il lui faudrait avoir désormais recours au cyclone. La création avait l'air, d'ailleurs, de s'opérer en chaîne. Il ne s'en souciait pas. Il poursuivait obstinément sa tâche très simple. Mais, en redescendant vers le village, je vis couler l'eau dans les ruisseaux qui, de mémoire d'homme, avaient toujours été à sec. C'était la plus formidable opération de réaction qu'il m'ait été donné de voir. Le vent, aussi, dispersait certaines graines. En même temps que l'eau, réapparaissaient les sols, les osiers, les prés, les jardins, les fleurs et une certaine raison de vivre. Mais la transformation s'opérait si lentement qu'elle entrait dans l'habitude sans provoquer d'étonnement. Alors du coup, je me tourne vers Serge. Alors toi, tu avais une phrase en particulier, tu avais celle-ci. Moi, je me souviens. Donc, est-ce que tu pourrais nous la relire ? Je peux pas. Tu peux pas ? Non, j'arriverai pas. Est-ce que tu veux que je lise la phrase, du coup ? S'il te plaît. La création avait l'air, d'ailleurs, de s'opérer en chaîne. Il ne s'en souciait pas. Il poursuivait obstinément sa tâche. En fait, ce que ça fait venir en moi, c'est que... Donc cette phrase, elle m'évoque le fait que même si la création elle-même existe, on n'est pas obligé obligatoirement de suivre le même fil et de tisser soi-même sa propre trame, qui peut obligatoirement, après, s'insérer dans la création. Voilà ce que ça m'évoque. La liberté de pouvoir faire quelque chose sans que ça soit imposé ou soumis. Même si c'est fictif, des gens comme lui doivent exister. Et il faut pas beaucoup de monde, il faut pas beaucoup de personnes, pour transformer le monde dans lequel on vit. C'est ça que ça m'évoque. Il suffit d'être 2, 3 à avoir cette qualité d'âme et on change la vie. Voilà. C'est pourquoi personne ne touchait à l'œuvre de cet homme. Si on l'avait soupçonné, on l'aurait contrarié. Il était insoupçonnable. Qui aurait pu imaginer, dans les villages et dans les administrations, une telle obstination dans la générosité la plus magnifique ? À partir de 1920, je ne suis jamais resté plus d'1 an sans rendre visite à Edgar Bouffier. Je ne l'ai jamais vu fléchir ni douter. Et pourtant, Dieu sait si Dieu même y pousse. Je n'ai pas fait le compte de ces déboires. On imagine bien, cependant, que pour une réussite semblable, il a fallu vaincre l'adversité. Que pourra durer la victoire d'une telle passion? Il a fallu lutter avec le désespoir. Il avait, pendant 1 an, planté plus de 10 000 érables.
Ils moururent tous. L'an d'après, il abandonna les érables pour reprendre les hêtres qui réussirent encore mieux que les chênes. En 1933, il reçut la visite d'un garde forestier éberlué. Ce fonctionnaire lui intima l'ordre de ne pas faire des feux dehors, de peur de mettre en danger la croissance de cette forêt naturelle. C'était la première fois, lui dit cet homme naïf, qu'on voyait une forêt pousser toute seule. Et d'ensemble, Elzéar est très perspicace. Il a planté d'abord 1000 chênes, ensuite 1000 érables, et ensuite il les a remplacés par des hêtres. Il faut vraiment avoir du courage parce que il faut recommencer une deuxième fois, une troisième fois. Il faut trier entre les arbres qui doivent être arrachés et ceux qui sont bons. Moi, j'avais une plantation de 17 hectares en région parisienne. Tous les 2 ans ou 3 ans, il fallait reprendre et réinvestir de nouveaux arbres. C'était pas du tout rentable. Mais là, il a eu le courage de planter 3 fois des choses différentes jusqu'à ce que ça marche. J'ai vu Elzéar Bouffier pour la dernière fois en juin 1945. Il avait alors 87 ans. J'avais donc repris la route du désert, mais maintenant, malgré le délabrement dans lequel la guerre avait laissé le pays, il y avait un car qui faisait le service entre la vallée de la Durance et la montagne. J'eus besoin d'un nom de village pour conclure que j'étais bien dans cette région, jadis en ruine et désolée. Le car me débarqua à Vergon. En 1913, ce hameau de 10 à 12 maisons avait 3 habitants. Ils étaient sauvages, se détestaient, vivaient de chasse au piège, à peu près dans l'état physique et moral des hommes de la préhistoire. Leurs conditions étaient sans espoir. Tout était changé. L'air lui-même, au lieu des bourrasques sèches et brutales qui m'accueillaient jadis, soufflait une brise souple chargée d'odeurs. Un bruit semblable à celui de l'eau venait des hauteurs. C'était celui du vent dans les forêts. Je vis qu'on avait fait une fontaine, qu'elle était abondante, et ce qui me toucha le plus, on avait planté près d'elle un tilleul, qui pouvait déjà avoir dans les 4 ans, déjà gras, symbole incontestable d'une résurrection. L'espoir était donc revenu. On avait déblayé les ruines, abattu les pans de murs délabrés et reconstruit 5 maisons. Le hameau comptait désormais 28 habitants, dont 4 jeunes ménages. C'était un endroit où l'on avait envie d'habiter. Alors, toi, Lily, attends, je vais te retrouver la bonne page. Toi, c'était cette phrase-là que tu nous avais amenée, que tu nous avais lue. Et puis j'aimerais, du coup, après, que tu puisses nous dire pourquoi celle-ci. Le berger n'avait rien vu. Il était à 30 kilomètres de là, continuant paisiblement sa besogne, ignorant la guerre de 39 comme il avait ignoré celle de 14. Donc moi, dans ce passage, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est le fait qu'on parle quand même des 2 guerres mondiales qui ont profondément
modifié la planète et ont eu un impact sur de nombreuses générations. Et je fais un peu le parallèle avec aujourd'hui, où on voit qu'il y a de plus en plus de conflits, que les situations politiques sont de plus en plus tendues. En tout cas, moi, ça m'inquiète beaucoup. Et de voir comme ça qu'un homme, bon, certes, il n'a pas existé, mais d'imaginer qu'un homme puisse, lui, dans sa montagne, continuer sa vie sans être impacté par ces guerres-là, ça fait réfléchir, parce qu'on se demande finalement comment est-ce que nous, on réagirait en cas de conflit. Est-ce qu'on essayerait de fuir? Est-ce qu'on essayerait d'agir? Ou est-ce qu'on essayerait de se mettre en recul comme lui? Si on compte l'ancienne population méconnaissable depuis qu'elle vit avec douceur et les nouveaux venus, plus de 10 000 personnes doivent leur bonheur à Elzéar Bouffier. Quand je réfléchis qu'un homme seul, réduit à ses plus simples ressources physiques et morales, a suffi pour faire surgir du désert ce pays de Canaan, je trouve que, malgré tout, la condition humaine est admirable. Mais, quand je fais le compte de tout ce qu'il a fallu de constance dans la grandeur d'âme et d'acharnement dans la générosité pour obtenir ce résultat, je suis pris d'un immense respect pour ce vieux paysan sans culture qui a su mener à bien cette œuvre digne de Dieu. Elzéar Bouffier est mort paisiblement en 1947 à l'hospice de Banon. La rencontre qui m'est venue à la lecture de ce texte, en fait, c'était la rencontre avec un lieu. Dans mes dernières vacances, j'ai été en Bretagne et j'ai visité la base sous-marine de Lorient. Et en fait, ça m'a vraiment fait l'écho de me dire, mais c'est incroyable ce que l'homme peut construire en si peu de temps, surtout à l'époque, au moment de la guerre. Et vraiment, ce que je me suis dit, mais s'il est capable en fait de construire tout ça pour la guerre, qu'est-ce qu'il est capable de construire en fait de beau derrière? Et ce livre, c'est exactement ça. Dans la phrase, c'est se dire, mais si on met tout cet effort pour construire quelque chose de beau, qu'on pourrait faire quelque chose de grand. En ce moment, on sait qu'il faut aller vers l'effort de guerre. On n'arrête pas de nous le mitrailler en plus. Et donc, je me dis que si on peut aller un petit peu vers l'effort du beau, ce serait pas mal aussi. Je me dis que la santé, la nature, les humains, c'est bien aussi. Et pour ma part, c'est une rencontre éphémère que j'ai eue. Il y a 5-6 ans, comme je suis passionné de peinture, j'ai organisé une exposition pour venir soutenir un centre de soins pour la faune sauvage. Et le jour où nous avons relâché des animaux qui étaient blessés dans ce centre, on m'a mis une effraie des clochers entre les mains. Et on m'a dit, tu ouvres tes mains pour qu'elles s'envolent. Et au lieu de prendre sa liberté, elle est venue se poser sur mon épaule, comme pour me dire merci et merci aux humains. Et je souhaite à tout le monde de vivre une expérience comme celle-ci. L'épisode que vous avez écouté a été réalisé par des patients et personnels de l'unité Ribado-Dumas de l'hôpital marin de Hendaye à l'AP-HP, accompagné par Claire Grimbert, Dominique Samora, Martine Mouika-Mouroua et Hervé Saint. Générique prononcé par Kélia Achibégué, finaliste 2020 du concours Si on lisait à voix haute. Enregistrement des ateliers et montage par Benoît Artaud.